Bonsoir à toutes et à tous. On est dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pour parler du TFC. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle. Vous allez voir, aujourd'hui, on a encore une très belle équipe. Puisqu'en attaque, on a toujours les violets.com avec Anthony et JB à la technique. Comment ça, les gars? Salut Camille, salut tout le monde, ça va bien, merci. Salut à tous! Dédicace à Jean-Claire Todibo, le malheureux qui, au bout de 45 minutes, s'est blessé pour la reprise. Après avoir insulté. Et apparemment, du coup, il y a Schalke 04 qui est en difficulté financière et du coup, ils ne vont pas lever l'option d'achat pour Jean-Claire Todibo qui pourrait partir peut-être pour l'Angleterre et ça intéressera le TFC puisque je vous rappelle qu'on a un pourcentage de revente sur Jean-Claire. Donc là aussi, ce sera un dossier à suivre. Un beau parcours avec 4 clubs en moins de 2 ans, c'est pas mal. Au milieu de terrain, on a la feuille de match avec Medine, Nathan et Vincent. Comment ça va, les amis? Ça va, super. Ça va, ça va. Je voulais faire un petit JB, je voulais passer une dédicace et souhaiter un bon anniversaire à Dominique Arribagé et aussi de très bonnes vacances vu que le mercato commence, c'est le moment où il part. Donc bon vent l'ami. Et dédicace à Étienne Didot et Alexis Blin et nos invités du jour qui regardent la vidéo et qui se disent « Ok, on est tombé sur des haters. » Une émission au second degré, on vous le rappelle. Il y a que les filles comme ça. En défense, on a toujours la 10, mais on a changé de défenseur central puisque c'est Mike ce samedi. Comment il va, Mike? Ça va, merci. Et avec nous, on a un autre invité. Le premier, c'est Simba des Indians. Comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va très bien. Donc aujourd'hui, les gars, émission exceptionnelle puisqu'on va fêter, on va dire, un peu l'anniversaire des 4 ans du maintien à Angers avec pas un, mais 2 invités. En effet, on aura Étienne Didot et Alexis Blin qui vont arriver sur les coups de 17h45 pour se remémorer avec nous ce match fou et cette remontada folle qu'on a pu vivre en 2016. Au programme, parce qu'il y a quand même un programme aussi. Avant, on va reparler en news de la vente du club. On va faire un petit point de là où on en est avec Monsieur Létang particulièrement. On va finir le 11 de légende qu'on vous donnera ensuite sur les réseaux pour que vous puissiez voter, vous, chers internautes. Le débat, c'est simple. Vous étiez où le 14 mai 2016? Chacun va pouvoir raconter son petit 14 mai avec ses petites anecdotes. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Comme je vous l'ai dit, on terminera par l'interview d'Étienne Didot et Alexis Blin à 17h45. Et enfin, un petit quiz si le temps nous le permet. Et une très grosse surprise à 18h. Restez là, les amis. Ça y est, commence celui-là. Et une surprise, du coup. Vous pouvez réagir sur la page lesviolets.com puisqu'on est en direct dessus. C'est Vincent le Haters qui vous reprendra les petits commentaires. Donc, n'hésitez pas à réagir avec nous. Voilà, messieurs, on a le programme, on a les invités, on a la surprise à 18h. On va pouvoir lancer cette émission de la plus belle des manières. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Et on va parler de la vente du club. Donc, la vente du club qui est toujours, on va dire, en pourparlers. Pas mal de choses sont en train d'émerger. Beaucoup parlent d'Olivier Létang. Cette semaine, un tweet a été balancé par M. Gilles Favard, comme quoi Létang et le TFC, c'était fait. JB, je me tourne vers toi parce que c'est toi qui as le plus d'infos sur ça. Létang, pas Létang, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut éclaircir au point un peu la situation de tout ça là? En fait, ça n'a pas forcément beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière, sauf qu'il y a vraiment maintenant, on est sûr qu'il y a des discussions entre les deux Olivier, Létang et Sadran. Chinois-américain plus Olivier Létang, le TFC est en vente et on comprend maintenant pourquoi il ne se passe rien au club puisqu'il y a silence radio au TFC, les joueurs ne sont au courant de rien. J'ai même eu écho que certains joueurs étaient allés au centre d'entraînement pour éventuellement un peu s'entraîner, récupérer du matériel. Personne ne les a accueillis, c'est le blackout total au club. Je confirme aussi que certains cadres du TFC disent à certains de leurs proches, je ne sais pas si je serai là encore dans 1 ou 2 mois. Et quand je parle de cadre, c'est de cadre, voilà.
donc, s'il y a un flou et s'il n'y a pas d'interview et s'il n'y a pas de communication vers les supporters, de communiqué officiel sur la descente, sur les remboursements d'abonnements pour les partenaires, etc., et même par rapport à l'avenir des joueurs, parce qu'on voit qu'il y a déjà certains clubs de Ligue 2 qui ont prévu déjà une petite reprise de l'entraînement. C'est tout simplement parce que le club, Olivier Sadran et uniquement Olivier Sadran, est en discussion plus ou moins avancée avec Olivier Létang et ou d'autres investisseurs et ou Chien-Lit et Gauthier Gannet, et que petit à petit, on se rapproche du dénouement. Il y a l'équipe qui a quand même expliqué que les dossiers sont quand même… Ça avance petit à petit, il n'y a pas vraiment de gros dossiers bien avancés a priori parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour du club, financier, d'avenir, quand est-ce que le championnat va reprendre, Ligue 1, Ligue 2, enfin plutôt Ligue 2, mais voilà, il y a quand même il y a un vrai flou qui existe autour de l'avenir même du football en général en France. Donc voilà où on en est. Et alors, on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, ouais, il faut des exclus, des trucs, des machins. Mais je vais vous dire, sur la planète, et je ne sais même pas si Olivier Sadran le sait encore, c'est le seul qui négocie, c'est le seul qui discute, mais aujourd'hui, c'est le flou total et il faut être patient. Mais plus on avance, plus on peut quand même affirmer que la direction va changer forcément dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce que c'est une bêtise si on peut affirmer que de l'étang tient la corde Non, c'est une bêtise. Je pense que c'est un dossier, une personnalité et un dossier qui intéresse un peu plus Olivier Sadran que les Chinois et les Américains. Maintenant, le seul qui connaît la réponse, c'est Olivier Sadran. Et je vais vous prendre l'exemple de Nice. Nice, ça a mis 6 mois avant d'être vendu. Et encore 6 mois officiellement. Donc, s'il faut, ça a mis 8 ou 1 an. Donc, il faut se montrer patient. Et peut-être que la vente du club, ce ne sera pas la semaine prochaine, ce ne sera pas dans 15 jours. Peut-être que ce sera dans 1 mois, dans 2 mois. Et peut-être même que le championnat aura repris, que le club sera vendu. C'est pas bon pour le club là, en fait, d'attendre justement le début de saison prochaine. Ça, c'est sûr. De partir sur une direction actuelle et un changement vraiment peut-être au début du mois de juillet, début du mois d'août. On va être dans le flou vraiment jusqu'au dernier moment, quoi. Ça, c'est sûr. Après, bon, il y a quand même un flou autour de la date de reprise de la Ligue 1. Donc, ils vont laisser quand même du temps pour la reprise. Le mercato n'a pas encore démarré. C'est sûr qu'on a perdu le mois de mai. On voit déjà, je crois que c'est Clermont qui a déjà planifié une petite reprise d'entraînement rapide. On voit déjà que ça bouge dans certaines équipes de Ligue 2 avec déjà des départs actés et des arrivées certaines actées. Pour l'instant, au TEF, ça ne bouge pas. D'ailleurs, je peux vous affirmer à peu près que la rumeur Bruno Irles, elle n'existe pas pour l'instant. Il n'a pas encore été, lui, en tout cas, contacté par le club. La question de l'entraîneur, pour l'instant, au sein du TFC, elle ne se pose pas vraiment. Enfin, elle peut exister. Il y a peut-être des petits débats chez certains, mais pour l'instant, il n'y a aucune… Il y a d'autres priorités. Il n'y a aucun contact réel et Bruno Irles peut devenir l'entraîneur du TFC, mais en tout cas, il ne signera pas lundi prochain. Ça, c'est à peu près sûr. Mais voilà, on est quand même dans un flou total. Et à un moment donné, Olivier Sadran, s'il ne vend pas le club d'ici fin mai, début juin, dira forcément à Jean-François Soucas, à Dominique Arribagé, à Panchi Siriex et à Denis Zanco ou à un nouvel entraîneur. Il faut qu'on se bouge le cul pour commencer à faire le mercato et commencer un petit peu à recruter pour préparer la saison prochaine en attendant une éventuelle vente du club. C'est ce qu'on avait évoqué il y a à peu près 1 mois, là, déjà qu'on avait parlé d'Olivier Létang pour la première fois dans cette émission, qu'on avait un peu peur justement que ça traîne et qu'on ne se bouge pas assez. Et j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, quoi. Ça fait peur quand même quand on t'entend parler, JB, sur tout ce que tu dis. On est le 16 mai. Alors, même s'il y a beaucoup de flou sur plein de choses, et même pour nous, pour la revente, mais aussi sur les reprises de la Ligue 1, Ligue 2, etc., on est quand même dans un néant total. Mais tu sais, les joueurs, chez les joueurs, c'est la même chose. Hein. Ouais, vous avez peut-être des joueurs aussi, quoi. en discussion sur Twitter, etc. Vous leur demandez, ils vous disent tous, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ça fait peur quand même. Le dernier contact qui a été fait, c'est le message qu'on a dévoilé sur le site de Jean-François Soucas sur WhatsApp qui dit « On est en Ligue 2, merci à tous, ceux qui partent, ciao, et ceux qui resteront, eh ben, on se donne rendez-vous dans quelques semaines. » Grande classe. Comment ? Grande classe. Grande classe, mais on peut décrypter ça aussi un peu comme une fin de règne. Hein. Ouais, c'est pas faux. Simba, toi qui est nouveau, là, qui fait la première fois l'émission avec nous, avoir un autre avis un peu d'un supporter, toi, cette vente du club, qu'est-ce que tu en penses
Bon, alors moi déjà, vous m'avez présenté en tant qu'Indians, donc moi, je suis un ancien Indians, mais je ne suis pas du tout le porte-parole là, des Indians. Je suis un peu derrière le groupe maintenant, hein, mais voilà, je ne parle pas en tant que groupe, bien plus en tant que supporter, je préfère le préciser. Bon, moi, tout simplement, mon cas personnel, ça fait 2 ans que je ne vais plus au stade parce que je ne tolère plus la politique sportive et haute, communicative et autres de ce club. Donc, autant vous dire que j'attends avec impatience de voir s'il y a rachat ou pas, car Ligue 1 ou Ligue 2, ce n'est pas forcément le problème. La Ligue 2, je l'ai connue. Bien avant Sadran, on a connu le national, c'est pas ça qui fait peur. Un TFC Châteauroux, ça me fait pas peur, au contraire, on peut prendre son pied, aller voir chez Châteauroux ou Dunkerque. Mais moi, j'attends du changement, ouais, c'est sûr, donc je suis très attentif. Pas forcément en tant que la présidence, si Sadran veut pas vendre, mais au moins dans la direction, quoi, qu'il faut que ça bouge, quoi. On est un peu tous, d'accord, je sais pas, mais voilà, il faut du changement maintenant, c'est plus possible autrement. S'ils en ont pas marre d'être la risée du foot français depuis 6 mois et de se faire chambrer par tout le foot entier, bah, c'est bien malheureux. Donc voilà, moi j'attends le changement. Et si au moins il y a un changement de directeur, voire de directeur sportif et une refonte complète du sportif, bah, j'irai prendre mon abonnement. Et si en plus c'est des gens qu'on estime un peu compétents et qui ont fait un peu leur preuve à Rennes, ou à Paris, malgré peut-être quelques petits soucis, mais ça, je pense que c'est dans tous les clubs, ben, j'irai m'abonner dès l'annonce officielle le même jour. T'imagines quand même chez des supporters historiques du club qui disent je me réabonne pas parce que j'en ai marre de ce qui se passe actuellement au club et des gens qui le dirigent. Et je suis pas le seul. Et t'es pas le seul, et bien entendu. Moi, mon exemple personnel, 22 ans, je suis arrivé à 11 ans à Toulouse, je me suis abonné la première année à 11 ans, j'en ai 34, donc 22 ans d'abonnés. J'ai vécu 9 ans dans l'Est de la France où je faisais quand même encore 20 matchs par saison, 5-6 au stadium et une quinzaine en déplacement. Et je suis revenu sur Toulouse à 3-4 ans, il y a 5 ans, je me suis abonné les 3 premières années et puis après TFC Lille, ça a été la fin pour moi. Je suis revenu au stade que pour rendre hommage à mon ami à Brice. Et voilà, c'est le dernier match que j'ai fait depuis 2 ans. C'est triste. Même ma femme qui m'a connu il y a 11 ans me dit que c'est pas possible d'avoir lâché autant le TFC, quoi. C'est pas moi. Donc ça me manque. Le stade me manque, ça c'est clair. Est-ce que c'est pas le TFC qui t'a lâché plutôt? Ouais, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'en sais rien. Mais bon, moi, mettre un pied dans ce stade, c'est cautionner ce que la direction a mis en place. Et pour moi, c'est trop, quoi. Enfin, c'est pas ça le foot. Pour moi, le foot, c'est la passion, c'est vibrer. C'est pas juste dire ça fait 17 ans qu'on est en Ligue 1, honnêtement. Alors, c'est un avis de supporter, hein. Il y en a beaucoup qui disent nous, on est là pour voir du jeu, pour voir Paris, pour voir les stars de Paris, pour voir Marseille et voir le TFC vivoter en Ligue 1, ça nous va. Au dépend de la passion, je sais pas. Moi, je Parce qu'on ne peut pas dire que sur les 5 dernières années, la passion a été beaucoup là, mis à part cet épisode de 10 matchs sous Duprat. Je ne suis pas persuadé qu'on ait pris beaucoup notre pied pendant 4 ans. Et pour aller dans ton sens aussi sur ce que tu dis, c'est que, on voit vraiment la différence avec Amiens, par exemple, qui est un club plus jeune que nous en Ligue 1. C'est qu'on voit qu'il y a une vraie passion et une vraie solidarité qui se crée autour d'Amiens. Ils n'arriveront probablement pas à se maintenir en Ligue 1, mais il se passe quelque chose. Alors qu'au TFC, finalement, bon, tu arrives à avoir toujours quelques voix qui disent bon, non, mais il faut qu'on reste en Ligue 1, inéquité, etc. Mais tu ne sens pas une envie folle de sauver le club et de se dire tiens, on va se mobiliser pour essayer de faire un peu médiatiser l'éventuel maintien en Ligue 1. On dit en fait, il y en a beaucoup qui disent vous savez quoi, pas les couilles, on va en Ligue 2, démerdez-vous, ça va sanctionner la direction. Et c'est quand même assez dramatique. Ah ben c'est le fossé qu'a voulu mettre en place la direction et le président entre les supporters historiques, les suiveurs. On n'est pas non plus 156 000 à la base des suiveurs du TFC. Et en national, on était 5-6 000. Hein. C'est déjà bien pour le national, mais on peut dire que ça, ceux qui n'ont pas lâché le navire en 2001 en national, c'est quand même ceux qui ont le TFC dans leur cœur. Mais je ne suis pas persuadé que ces 5-6 000 soient encore au stade. Beaucoup sont encore au stade aujourd'hui, hein, malgré les aléas de la vie et compagnie, hein, honnêtement. Donc c'est bien triste qu'au moins ces personnes-là qui en 2001 n'ont pas quitté le navire et étaient là. Moi, j'y étais pas, mais mes potes Indians, ils étaient au premier match à Boulogne
avec l'histoire Christophe Revaux qui leur paye une partie des déplacements et compagnie. C'est dommage que ce fossé, 20 ans après, on ait oublié tout ça, même avec un chef d'entreprise comme Olivier Sadran et compagnie. Au contraire, il y a beaucoup de clubs qui ne l'auraient pas oublié. Un Loulou Nicolin ne l'aurait pas oublié. Un gars, l'ancien dirigeant de Caen ne l'aurait sûrement pas oublié non plus. Donc voilà. Mike? Ouais, moi, j'ai un truc qui fait écho dans ma tête depuis le confinement, depuis qu'on est sûr d'aller en Ligue 2 et tout ça. C'est en fait, j'ai participé pour la première et dernière fois à la réunion dirigeants supporters, la dernière. Et sincèrement, c'était vraiment un moment horrible. Je voulais y assister une fois. Et ça a été plein d'arrogance, de mépris. On nous prenait de haut. Les supporters, j'ai vraiment vu de face comment la direction voyait les supporters. Et là, ça fait écho dans ma tête avec ce silence-là. Je me souviens qu'on nous disait, oui, le TFC a l'ADN de la survie. En gros, que vous soyez là ou pas, c'est pas grave, on y croit encore. Et ça résonne dans ma tête, en fait. Ça n'arrête pas. C'est vraiment déprimant, en fait. C'est vraiment déprimant. Et sincèrement, si ça ne bouge pas, moi, l'année prochaine, c'est comme Simba, hein, c'est terminé. Hein. De toute manière, il y en a plein, même des abonnés. Enfin, moi, j'ai plein de potes qui ont fait le choix de Simba de plus s'abonner, mais j'en connais aussi qui se sont abonnés, même moi le premier. Les derniers matchs, je ne vais pas vous mentir, hein, quand il pleuvait ou quoi, tu restais à la maison, tu le regardais sur Bein, hein, tu n'allais pas t'emmerder au stadium. Et on en est venu à ce point de non-retour. On a vu se vider le stadium de samedi en samedi, et c'est déplorable parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'amour autour de ce club et qu'il y a beaucoup de supporters. Et d'ailleurs, on verra quand on en parlait aussi du match à Angers, il y a du public. Hein. Vincent, tu as une petite réaction? Non, il y a un noyau. Il y a un noyau, hein, mais pour ça, il faut comme tout, il faut le chouchouter, ce noyau. Vincent, tu as une réaction et après Anthony. Oui, il y avait des questions sur les réseaux pour savoir s'il y avait une rumeur comme quoi Sadran pourrait suivre le recours qu'Amiens a lancé pour se maintenir en Ligue 1. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est la question que les internets posent. Ça, c'est le président de Amiens qui c'est quand même exceptionnel que pour avoir des informations sur le TFC, il faut que ce soit le président d'un autre club qui donne des informations sur ce que fait Olivier Savran. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Donc, c'est le président d'Amiens qui a dit que le TFC avait fait le même recours que Amiens, sans donner plus de précision pour ça. Mais Olivier Sadran n'a répondu à aucun journaliste, il n'y a eu aucun communiqué, donc on se base sur les informations d'Amiens. Mais on n'en sait rien. Après, si le président d'Amiens a dit ça, on peut se dire qu'il ne se trompe pas. S'il dit j'ai eu au téléphone Olivier Sadran hier soir, il fait la même chose, bon, on peut se dire que. Mais la vraie manœuvre de ça, il n'y aura pas de maintien pour Amiens et Toulouse. La vraie manœuvre, c'est de récupérer de l'argent. C'est de récupérer de l'argent pour de gratter 4-5 millions par-ci, par-là, etc. Et de sauver financièrement ce qui peut être. Alors, Amiens peut-être a un fol espoir de se maintenir, mais c'est voué à l'échec. Et là, c'est surtout pour récupérer de l'argent et faire pression sur la Ligue. En soi, récupérer de l'argent, je me permets… à la rigueur, pourquoi pas, mais qui ne se mettent pas à l'avant de l'affiche. Je veux dire, c'est Amiens, c'est Lyon, c'est ceux qui se sentent vraiment bafoués qui doivent le faire. Mais alors nous, vu la saison qu'on fait, de vouloir essayer de… Voilà, faut le faire cacher derrière. Oui, je signe les papiers, on est peut-être d'accord si on peut récupérer 3-4 bifetons. Mais alors, il ne faut surtout pas le faire. On n'a pas le droit, vu la saison qu'on a fait, de se mettre en avant là-dessus. C'est faire injure au football et c'est faire injure aux supporters. Ils n'en parlent pas. C'est ce que ça fait. Ils n'en parlent pas. C'est pas faux. Ils l'ont déjà fait. En plus, ils l'ont déjà gratté, l'argent, Amiens à Toulouse, puisqu'il y a peu de temps, le panier des clubs qui descendent de Ligue 1 à Ligue 2 a déjà été augmenté. Donc, ça veut dire le parachute, exactement, le parachute a été augmenté. Donc, à partir de là, Toulouse aura plus d'argent que les clubs des saisons d'avant. Le président d'Amiens a dit que ce parachute, c'était 21 millions d'euros pour Amiens et Toulouse. Et c'est en rapport avec le nombre d'années passées en Ligue 1. Donc, Toulouse va récupérer sur ces 21 millions une très, très, très grande partie parce que Amiens, ça fait 2 ans qu'ils sont en Ligue 1. Donc, sur 21, peut-être que Toulouse va en toucher 15. Vous voyez donc, bon, mais qu'on arrête là et qu'on se prépare la Ligue 2 l'année prochaine. Et puis voilà. Hein. Anthony? Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant certains abonnés qui ont
qui ont fait le choix de ne plus revenir. Ça, c'est une vision que je comprends et que je respecte tout à fait. Je me suis posé la question moi aussi je pense qu'on se l'est tous posé, du moins pour la plupart, si on devait faire pareil ou pas. Après, personnellement, moi, j'avais pris la décision de quand même me réabonner puisque je pense que c'est pas à nous, supporters, de quitter le navire, surtout dans ces moments-là. Même si, je répète, je comprends tout à fait cette décision-là. Hein. Je dis pas que les supporters qui ont fait ce choix-là ont tort, mais je pense que c'est pas à nous de partir du stadium. Et je pense pas que ce soit en quittant le stadium qu'on fasse partir cette direction-là. Je suis pas sûr avec Mais quelque part, c'est. Pardon, Nathan? Je disais quelque part, c'est cautionner un peu ce qui se passe, quoi, de revenir chaque année depuis maintenant 5 ou 6 ans au stadium. Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Oui, c'est sûr qu'on peut le voir comme ça, mais après, je pense que c'est aussi montrer le fait qu'on ne lâche pas le club et que c'est pas à nous de partir, c'est pas eux qui vont nous dégoûter de ce club-là. Et voilà, je pense qu'il faut le prendre avec, du moins un peu de recul, entre guillemets, même si ça veut c'est pas que tu es dire jeune. C'est ça. Après, ce que dit Anto, c'est intéressant. Non. Il n'y a pas eu un départ massif non plus au stadium. Il y en a. En fait, tu sens en fait qu'il y a surtout du désintérêt, même chez les plus fervents. Et on est les plus fervents, et ceux qui regardent cette émission sont les plus fervents. Il y a un désintérêt, mais il n'y a pas une chute drastique de l'affluence, une chute drastique du nombre d'abonnés. Donc, pour l'instant. Mais plus ça avance, si la même direction reste la saison prochaine à la tête du club, forcément que ça va encore rajouter de la frustration qui existe déjà. Messieurs, il est 17h23, dans dans un gros quart d'heure, Alexis Blin, Etienne Didot arrive, et dans une grosse demi-heure, on a une énorme surprise aussi qui va arriver, mais on a aussi un certain Issou Dao qui nous regarde, qu'on salue, qu'on donne le bonjour, qu'on remercie de nous suivre, et je vais même aller plus loin. S'il veut venir avec nous en direct, c'est avec grand plaisir. Samedi prochain, Issou, prends rendez-vous. Voilà, pour s'exprimer avec nous et venir discuter de tout ça, parce que ça reste aussi un ancien, mais aussi qui fait partie du staff. Donc, Issou, si tu veux venir avec nous, n'hésite pas, l'invitation est lancée, j'ai envie de dire. Messieurs, on va enchaîner un peu parce que le temps passe, le temps défile. Je pense qu'on a fait un peu le point par rapport à tout ça. De toute manière, il va sortir encore pas mal de rumeurs, il y aura encore pas mal d'intox et d'infos. Et on fera le point tous les samedis jusqu'à la vente vraiment officielle du club, de notre club violet. En petite précision par rapport au club, et c'est une pas très bonne nouvelle, on l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines dans l'émission, mais là, ça y est, c'est vraiment officiel. Les féminines descendent en Régional 1. Donc là, c'est vraiment officiel, messieurs. Ça a été acté. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. Alors après, bon, rien d'étonnant. Sportivement, ce n'était pas non plus la folie, hein, on va se mentir. Mais bon, c'est quand même dommage pour la section féminine, en espérant qu'elles aient le projet de vite remonter. Mais... On se remet... Oui, pardon, JB. Ah, vas-y. Je dis, on ne se remémorera pas juste le petit tweet en fin de conférence de presse, je crois, du mois d'août de M. Tsoukas, qui disait que c'était un des objectifs de la nouvelle saison, de redorer le blason de cette équipe féminine, qui, je le rappelle, en 2001, à l'arrivée de Sadran, était juste quart de finaliste de la Ligue des Champions en 2001. Voilà. C'est une masterclass cette saison au TFC. Alors, la Nationale 3 et la réserve, la Nationale 3 est à une place près. C'était le triplé, les amis. On ne fait pas les mêmes triplés. Avec la réserve. Il y a aussi la réserve des féminines qui descend, qui était en RM. Oui, qui est impacté parce que du coup, tu ne peux pas avoir les deux mêmes clubs. Mais par contre, tu étais troisième. Ah, et Issou Dao dit avec plaisir pour l'invitation. Issou, je t'envoie un message. Eh ben voilà, parfait. Du coup, voilà pour la mauvaise nouvelle pour les féminines. On va enchaîner sur le 11 de légende parce qu'on a un 11 de légende à finir. Issou Dao d'ailleurs a été sélectionné dans ce 11, mais il n'a pas été retenu. Mais messieurs, je vous rappelle qu'on avait M. Christophe Roveau dans les cages, on avait Jérémy Mathieu, Serge Aurier, on avait Emen Abdenour avec William Prunier, ça c'était notre défense. La semaine dernière, on a décidé de faire un 4-3-3 en mettant Sissoko, Capou et Achille Mana. Aujourd'hui, place aux attaquants. Il nous en faut 3. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de surprise. Si vous voulez,
pouvez même le deviner. Ça va être très simple. Le premier, Yanis Taffer. Yanis Taffer, oui, associé à Santander. Et Kazim. Et Kazim, en effet. Non, messieurs, bien sûr, le trio d'attaque sera composé de Johan Elmander, Wissam Ben Yedder et André-Pierre Gignac. Donc voilà pour le 11 type, le 11 de légende de l'Hilaire Sadran que nous avons voté contre nous, je le rappelle. Entraîné par monsieur Eli Bop et pas Denise Anco, la grande surprise. Ça s'est joué à un vote, franchement. Donc voilà, on va vous faire passer le lien. Vincent va s'en occuper. Vous pourrez voter aussi comme nous et on dévoilera votre 11 de légende à vous. Nous, il est comme ça. Du coup, il y a un peu d'ancienne génération, de la nouvelle. Est-ce qu'on peut mettre un remplaçant de cœur en attaquant quand même? Cédric Forêt, parce que sans lui, je pense Cédric Forêt, je pense que sans lui, on serait peut-être pas là où on en est maintenant. On n'aurait peut-être pas vécu 17 ans de Ligue 1 derrière si Cédric Forêt en attaquant en National et en Ligue 2 n'avait pas fait les 2 saisons qu'il a fait énormissimes alors qu'il sortait de Balma en CFA2 à l'époque quand même. Donc, dédicace à lui parce qu'il regarde souvent l'émission et on l'avait reçu d'ailleurs. La saison prochaine. Donc il revient notre Cédric Forêt National revient dans la région et ça c'est cool et on va le voir dans l'émission je pense. Mais on l'avait eu dans l'émission, mais c'était à Radio Occitanie, mais on l'avait eu avec un super moyen technique avec Mehdi par téléphone. C'était assez folklore, mais tout s'était bien passé. Pareil, quand il peut revenir quand il veut, le sait bien parce que c'était super intéressant de l'avoir eu. On n'a pas fait les remplaçants, ça, pour le 11 de légende parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été oubliés, mais on va pas s'éterniser là-dessus. Messieurs, on va passer au débat. Et le débat, ma question, je vous la pose et je vais la poser à Mehdi, tiens, pour commencer. Tu étais où, toi, le 14 mai 2016? Enfoncé tout seul dans mon canapé. C'est triste, mais impossible de faire le déplacement. Je m'étais pris un peu tard, donc voilà. Tout seul sur mon canapé à regarder le multiplex. C'est triste. Oui, c'était un peu triste parce que j'ai souffert tout le long de la soirée et au moment de fêter, je l'ai fêté, je sais pas, 10 minutes, même pas, tout seul. Voilà. Tu auras l'occasion de te rattraper avec Étienne Didot et Alexis Blin dans moins d'un quart d'heure. Simba, je me tourne vers toi parce que tu étais invité aussi dans cette émission parce que pour ce TFC Angers, ça a été exceptionnel, évidemment, tout ce qu'on a vécu, mais il y a eu aussi, surtout, une espèce d'énorme vague violette qui est arrivée à Angers. 1500 Toulousains ont débarqué dans cette petite ville d'Angers. Il y a eu un énorme déplacement, sans doute le plus gros déplacement du club, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et il y avait toute une organisation derrière, et tu faisais partie de cette organisation. Donc la question, elle est simple. Comment on organise un DEP à 1500 personnes? Et en une semaine. JB était aussi dans les discussions, il a tout suivi. Écoutez, déjà, c'était, faut le dire que c'était un peu, on a un peu pris de court tout le monde, même nous, parce que 1500 personnes à voyager à plus de 6 heures de bus, ça n'avait jamais été fait. Juste pour info, le TFC Angers, le Angers TFC, 6 mois après, on était 50 dans le parcage. Donc voilà pour juste la différence. On avait quand même vu monter l'engouement. Faut se remémorer la semaine d'avant, TFC 3, où le stade était à 28-29 000 personnes pour jouer la lanterne ou l'avant-dernier de Ligue 1, alors qu'on était, on était en mode remontada déjà, mais 28 000 personnes avec l'accueil des joueurs et des bus en fumée et compagnie pour me faire monter la pression, une ambiance bien fort sympathique, dont ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette ambiance au stadium. Et donc, on a senti déjà que 28 000 personnes, il y avait un petit engouement derrière. Et on a lancé les inscriptions derrière pour les bus à Angers. Et on avait tablé sur 5 bus au début payés par le TEF. Les premières organisations, c'était à peu près 5 bus le samedi soir. C'est 5 bus pour le TEF. On a ouvert les inscriptions et on s'est tout de suite appelé entre groupes et on s'est dit que ça ne va pas faire 5 bus du tout, vu le nombre, quoi. Donc c'est monté. On a prévenu le TEF qu'on ne sera pas 500 comme ils pensaient, mais on sera bien plus. Ils ne voulaient pas trop le croire. Ils ne nous ont pas cru même jusqu'au mercredi, jeudi.
Voilà, on avait beau insister, les responsables des assos, mais des Indians, en particulier Marco, a bien insisté pour dire qu'on sera plus de 500 là-haut. Ils avaient du mal à le croire. Et on est arrivé au mercredi soir où il y avait 14 bus de remplis pour monter là-haut. 10 des Indians BFS, 2 des Visca, un des West Eagles et un des Oxyfan. Donc 14 bus dès le mercredi. Il fallait aussi gérer derrière les personnes qui venaient par leurs propres moyens, qui venaient de France et de Navarre par leurs propres moyens, à qui on ne pouvait pas proposer de bus. Et donc, on avait 200 places en plus pour eux. Ça, c'est moi qui m'en suis occupé de la réservation. Donc, j'ai mis en ligne la réservation, mon numéro, le mercredi soir à minuit. Pour juste l'anecdote, à 6h du matin, le jeudi matin, j'ai reçu un premier coup de fil pour une personne qui voulait à tout prix sa place. Elle m'a réveillé. Donc, elle l'a eu à 6h du matin le jeudi matin. Et le jeudi soir, les 200 places étaient parties. Et j'avais une liste d'attente d'à peu près 80 personnes. On n'a pas compris. Honnêtement, on n'a pas compris. Donc, le vendredi, il a fallu négocier pour avoir les 1000 places de parquage. Et comme on savait très bien qu'il y avait d'autres personnes qui allaient venir par leurs propres moyens, qui n'étaient pas forcément passées par nous, on a prévenu, alors que le TFC nous croyait plus ou moins, mais c'est même nous qui avons directement, Marco en particulier, vu avec la sécurité d'Angers pour pouvoir ouvrir peut-être un deuxième parquage ou un petit endroit réservé aux Toulousains, parce qu'on sera forcément plus de 1000 dans le parquage, qui est la capacité du parquage. Et chose qui a été très bien négociée parce qu'à l'arrivée, il y avait le parquage, il y avait les 1100 personnes dans le parquage. Et juste à côté, quand on voit les photos, tout au long du parquage, il y avait à peu près 100, 200, 300 personnes à côté aussi, plus un peu les latérales et compagnie. Donc, on a estimé à peu près, honnêtement, 1500 Toulousains à 6 heures de bus, pour le rappeler. Donc, du jamais vu. Il faudra en parler nous, en tant qu'organisateurs, on a tendance à le penser, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu 1500 personnes ce jour-là à Angers. Je ne suis pas sûr qu'on serait allé chercher l'égalisation et le troisième but pour maintenir le club aussi. Ça fait partie de la légende, certes, du Tra et l'équipe, mais est-ce qu'ils seraient autant dépouillés pour aller sauver le club si on était 50 ou 100 comme d'habitude? C'est la question auquel on peut se poser. Oui, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que ça a pu aider quand même parce qu'il y avait quand même une énorme vague violette. Moi, à chaque fois que je revois ce stade d'Angers, je ne sais pas vous, que je regarde le parquage, alors maintenant la tribune a été refaite, mais jamais c'était aussi plein, même quand les Marseillais venaient ou les Stéphanois, c'était rare. Là, nous, c'était vraiment tout de violet. Il y en avait partout, ça débordait, j'ai envie de dire. Et là, je te rejoins, Simba, je pense qu'il y aurait eu juste 50 ou 100 personnes comme il y aurait pu avoir habituellement. Est-ce qu'il serait allé chercher ce troisième but et cette égalisation? Ça, l'histoire on ne peut pas le faire, mais c'est vrai que je pense que ça a dû contribuer et c'est sûr parce que cette journée a été folle. Joueurs, je me souviens, on a tous des souvenirs et Simba doit s'en souvenir, quand les joueurs rentrent sur la pelouse, ils se mettent tous en équipe. Tous derrière nous. Et pas dans le centre du terrain, ils se mettent devant le parquage. Et ça, c'était inédit. Même de mémoire d'amateurs de foot, c'était. Enfin, moi, quand il y avait eu ça, tu avais senti une ébullition dans le parquage énorme. Après, pour te rejoindre, Sima, quand tu disais que face à 3, tu as senti l'engouement qui commençait à naître, moi j'ai une petite anecdote. Déjà, quand Duprat est arrivé, je pense qu'on a tous préparé, on a tous commencé à faire des calculs les plus fous et inimaginables de paris, de statistiques, à savoir combien de points on va prendre, si on en prend 3, si on en prend 1, etc. Et le truc, c'est que quand on est sorti du match de 3, on s'est dit, ça y est, c'est à Angers. Et là, il fallait y aller. Historiquement, il fallait y aller. On était le premier club à déjà remonter 10 points en Europe. C'est jamais arrivé. Et là, on n'a qu'une chose. On ne vit pas beaucoup d'émotions. On ne va pas se mentir. On parle avec des champions, mais ça faisait un petit moment. Enfin, ça commence à faire longtemps. On avait vécu une année galère. Il fallait y être. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, et pas mal de gens lambda, entre guillemets, qui se sont dit, il faut y aller, faut qu'on y soit, il faut qu'on vive ce jour historique. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant d'engouement. Je pense que Simba confirmera, ce soir-là, on aurait pu être champion de France, on a fait la même teuf. Ah oui, c'est ça. C'était digne d'un titre de champion. C'est ça. Les 10 dernières minutes dans le parquage, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui regardait le match. C'était plus embrassade partout. Enfin, on était tous sur une autre planète, je crois. Et
Non, mais ce qui confirme le fait que, voilà, on parle de Toulouse, l'éternel débat, Toulouse, les supporters du TF, le stade derrière et tout. Je reste persuadé que si un jour on a les résultats que peut avoir Rennes, par exemple, depuis 2 ans, Rennes qui, à la base, il y a 7-8 ans, quand tu allais au Roazhon Park, c'était pas non plus l'Argentine. Mais bon, depuis 4-5 ans, c'est quand même, il y a du monde, ça bouge et tout. Je suis persuadé qu'on a quand même on a un vivier, et ça le prouve. Et on le savait peut-être pas forcément nous non plus, qu'on avait un si gros vivier, mais on envoie les 1500 personnes, je vous dis, et si on avait pu avoir, à mon avis, 2 ou 3 000 places, si ça avait été au Vélodrome, par exemple, je pense qu'on aurait rempli les 2 ou 3 000 places. Parce que moi, il y avait des listes d'attente pour les bus, il y avait des listes d'attente pour les personnes lambda, honnêtement. Donc, il y a des gens qui aiment ce club, il ne faut pas le croire, mais pour ça, il faut, voilà, il y a des choses qu'il faut retrouver cette passion envers tout le monde et raconter une histoire à ce public pour pouvoir retrouver toute cette ferveur autour du TEF. Ouais. Puis même, j'ai regardé hier les vidéos. Après, il y avait eu un engouement, c'était national autour du TEF. C'est-à-dire que c'était local, oui, bien sûr, les supporters toulousains étaient chouins, mais le lendemain, Duprat qui arrive en héros dans J+1, le reportage. Mais c'est vrai, il était avec sa chicha, il arrive et l'émission, ils sont tous debout, le héros. Il y avait Ousmane Dembélé qui était l'invité ce jour-là de J+1. Il a dit, mais ce que vous avez fait, c'était extraordinaire. Et on a vu qu'il y avait eu un engouement autour de Toulouse, un intérêt pour le TFC et qui a même rejailli sur le début de saison ensuite, puisqu'après, on avait battu notamment Monaco et le PSG. C'était 6 mois, franchement, d'une intensité rare pour le TFC. L'aéroport, quand on accueille les joueurs à l'aéroport à 4 h du matin, généralement c'est le Stade Toulousain avec le bouclier de Brennus. C'est pas pour on s'est sauvé en Ligue 1. Donc, et ils étaient une centaine à l'aéroport. Ceux qui n'étaient pas arrangés, ils y étaient. Donc, il y a des images comme ça qui. Non, c'était fou. Mais. Anthony, toi, tu étais où ce 14 mai? J'ai eu la chance d'y être à Angers. J'ai eu la chance puisque j'ai été placé dans le dernier bus qui était possible. Je me rappelle que je m'étais renseigné, j'ai sûrement dû harceler Simba pour m'inscrire, mais j'avais pas Et toi, été 6 h du matin? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais j'avais été accepté dans le tout dernier bus. Il me semble que c'était celui des West Eagles, du coup. Et voilà, c'était fou. Après, on va pas tous refaire l'histoire. Je pense qu'on a vécu un truc inexplicable, mais voilà, j'ai eu la chance. Ce que je retiens surtout, c'est que j'ai eu la chance de le faire et que c'était celui à faire, quoi. Pour en avoir fait quelques-uns ailleurs, c'est sûr que quand je suis allé à Nîmes cette année et que c'est la bataille pour celui qui va finir dernier, il y avait moins d'engouement et c'était inimaginable, quoi. C'était incomparable et c'était celui d'une vie. Vincent, tu as une réaction? Ouais, ben, je vais te raconter comment ça s'est passé, quoi. C'est moi pareil, c'est être avec les potes, stadium abonné ensemble, on commence à y croire petit à petit. Puis dès le coup de sifflet final du match contre Troyes, on était devant le virage des Indians pour essayer de choper le numéro qu'il fallait pour avoir des places. On est parti par nous-mêmes, on est parti à 5 dans une vieille Clio pourrie à traverser la France, arrivé à 16 h, on récupère les places devant le stade, on part vite en courant rejoindre le parcage d'Angers, se retrouver à traverser la ville, à chanter, puis arriver au stade. C'était vraiment c'est des émotions folles, quoi. Puis ce match, ce scénario, le fait d'avoir vécu tout ça, de voir d'où on vient, où c'est qu'on arrive, de voir même les Angevins, ça les faisait rire, quoi. C'est la folie dans la ville, vraiment. Tout le monde. Ils nous encourageaient, même certains. Ben, les vieux sortaient des balcons, tout le monde allait les checker. C'était vraiment une ambiance bon enfant, quoi. Ouais. Puis, ouais, la fin de match, le 3e but, c'est juste fou, quoi. Honnêtement, je me rappelle de quasiment rien. C'est une classe. C'est tellement génial. C'est tellement génial. Et honnêtement, à la coup de sifflet final, mais je me suis écroulé, en fait. C'est tellement la pression qui est retombée. C'était tellement un soulagement. Je me suis écroulé. Moi, je vais te raconter une petite anecdote. Puis après, par contre, on s'est relevé et à 1 h du matin, on était encore en train de gueuler, en train de chanter. C'était vraiment des émotions que je ne pense pas revoir dans ma vie. Tellement j'espère en revoir, mais là, pour le moment, c'est honnêtement un des moments les plus fous de ma vie. Pour reprendre le fait qu'on ne savait plus où on était, etc., moi, je vais vous donner une petite anecdote.
Alors, vous allez rigoler, mais pour le but de Bodiger, jusqu'au retour dans le bus, pour moi, il avait marqué de la tête et pas un coup franc. Parce que c'était tellement fou, il y avait tellement d'émotions. Et puis sur le coup franc, moi, j'étais vraiment au milieu du parcage, vers le bas. Là, j'avais un poteau, donc je ne voyais pas très bien. Et dans ma tête, Bodiger marque un coup franc direct. Je sais pas, c'était pas évident. Pour moi, il avait marqué de la tête. Et j'étais sûr de ça. Et c'est dans le bus, c'est un collègue, il me dit, mais t'es con, quoi. Regarde, mes jours de foot, il me dit, c'est un coup franc. Et j'étais là, genre, ah oui, il a marqué un coup franc, en fait. Donc c'est pour dire tellement qu'on était dans un. Mais vu l'axe du portage. Vu l'axe du parcage, il y a la moitié qui ne pouvait pas le voir, le but, vu comment il était décalé, le coup franc et tout. Donc, je pense que là, moi, j'étais pareil que toi. Je n'ai pas su comment il l'avait marqué, son but. J'ai vu tout le monde se sauter dessus, mais je ne savais pas encore le lendemain matin comment il en avait marqué. Mais c'est l'anecdote, ça fait partie de la légende. C'est ça. Dans cette émission, on est 8. Combien ont chialé? Ça peut être des joies de bonheur, mais… Oui. Moi, le lendemain, tu sais pourquoi? Parce que c'est le J+1 qui m'a fait chialer. Ouais, c'était exceptionnel. Parce que le truc, c'est qu'on a fait le voyage du retour. J'avais un tournoi avec les gamins de foot. Alors, je m'étais fait remplacer parce que là, j'assumais pas. Je suis rentré, j'ai mis le J+1 dans mon canapé. Et là, mais il y a vraiment tout qui est redescendu. Et alors là… À l'époque, j'habitais chez ma mère, moi, elle fait Bekesta. C'est beau, c'est beau. Même quand tu revois les images aujourd'hui, il y a toujours mais des émotions. oui. Moi, à chaque fois, je revois le coup franc, quand elle passe la ligne, c'est comme si j'étais encore dans le stade, je me dis est-ce qu'elle va rentrer, qu'est-ce qu'il va faire, il va la centrer, et puis il va la reprendre de la tête. C'est toujours la même chose. Et moi, je vais plus loin, même le jingle de FDM, ça me fait quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est des émotions qu'on… C'est pour ça qu'on aime le foot, j'ai envie de dire, les gars. C'est pour ça qu'on aime ce sport et qu'on aime ce club. C'est pour vivre ce genre d'émotions. Et c'est sûr qu'avec autant d'intensité, est-ce qu'on en revivra une comme ça? Je ne sais pas. Peut-être pour un titre, qui sait. En tout cas, moi, je vais parler du cœur là-bas, parce que tu parles d'émotion, de larmes. Moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est que là-bas, on s'est tous retrouvés, des anciens Indians, des anciens supporters du club qui partaient un peu, qui faisaient beaucoup de déplacements, ceux qu'on retrouve un peu tout le week-end. Et on a retrouvé un peu toute la bande qui était à Belgrade. Voilà, ça m'émeut encore. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai chialé, parce que quand on y arrivait, moi, j'ai forcément pensé à Brice. Et d'être tous ensemble là, quasiment les 15 qui étaient à Belgrade, on y était quasiment tous dans ce parcage. Il en manquait qu'un. Donc moi, spécialement, à la fin du match, j'ai énormément pensé à… Il manquait une personne dedans. Donc c'est pour ça aussi que moi, l'émotion m'a monté aussi, parce que je retrouvais des personnes avec qui on a vécu quelque chose de dur. Et il manquait une personne, mais plus pas dans la fatalité, plus dans l'émotion et dans le c'est bien aussi qu'on se retrouve et qu'on pense aussi à lui dans ces moments-là, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai versé ma larmichette. Et c'était un bel hommage au final. Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantom, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. C'est bientôt l'heure, j'ai envie de vous dire, messieurs, parce que là on parle en tant que supporter, mais il y a des gens qui l'ont vécu sur le terrain. Ils vont pas tarder à arriver, puisque Étienne Didot et Alexis Blin vont nous faire le plaisir d'être avec nous, avec une énorme surprise à 18h ensuite. Il y a le premier invité qui est là. Il y a Alexis Blin qui est arrivé. On en a un premier qui est en train de se connecter avec nous. Messieurs, Alexis Blin, bienvenue. Bonjour à tous. Ça va et toi? Ça va. Donc, Alexis Blin, messieurs, joueur d'Amiens, mais ancien joueur du TFC, bien sûr, qui était présent lors de cette remontada. Donc, émission exceptionnelle sur le TFC Angers. Alexis, comment ça va? Comment se passe ton confinement? Enfin, le déconfinement même maintenant. Écoute, moi, ça se passe. Décision un peu cruelle aussi pour nous, parce que voilà, on a été relégué en Ligue 2 administrativement, j'ai envie de dire, même si notre saison était quand même moyenne. Mais voilà, on essaie d'avaler la pilule et puis de
passer à autre chose, même si c'est pas facile de descendre. Voilà, c'est pas évident. Mais il faut essayer de passer à autre chose et essayer de voir de l'avant. Tu le vois un peu comme une injustice, du coup, ou pas? Ouais, clairement. Franchement, je le vois comme une injustice. Après, voilà, moi, on m'enlèvera jamais le fait que, comme j'ai dit et répété, je me suis maintenu avec le TEF avec 10 points de retard à 10 journées de la fin. Là, nous, on avait 4 points de retard sur Nîmes, le barragiste. On devait les recevoir. On avait affronté toutes les grosses équipes. Alors, je ne conteste pas le fait que le championnat soit arrêté parce qu'il y a plus grave dans la vie. Et je parle en connaissance de cause parce que voilà, j'ai été confronté à ça récemment. Mais je pense qu'il y avait le moyen de léser le moins d'équipes possible. Voilà, à partir de ça, une décision plus juste aurait pu être actée, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, donc on encaisse et voilà, on a pris un coup quand même. On a pris un coup, mais il faut encaisser. On va voir ce que nos présidents respectifs vont essayer de tenter, mais je pense que ça va être compliqué quand même. Tu penses qu'avec le recours, il y a peut-être une chance qu'Amiens se sauve? Parce que par rapport au TEF qui sportivement était vraiment à la rue, Amiens, comme tu l'as dit, n'était pas très loin. Est-ce que tu penses qu'avec le recours administratif, ça peut peut-être vous sauver, vous? Bah écoute, moi, tu vois, je suis mal placé quand même pour te répondre parce que en droit, je maîtrise rien. Je suis pas assez proche des dossiers pour te dire si on est en position de force ou pas. Après voilà, on sait que le fait est que le club va déposer recours, qu'ils veulent une Ligue 1 au moins 22 ou au moins une Ligue 1 avec Amiens dedans, quoi. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. C'est la justice qui a les clés en main. Et puis, nous, on est là, on est que des observateurs de tout ce spectacle, quoi. Ouais, malheureusement, oui. Bon, Alexis, 104 matchs avec le TFC de Ligue 1. Tu as commencé ta carrière professionnelle à Toulouse. Quel souvenir tu gardes de ce passage au TFC? Souvenir mitigé parce que voilà, Toulouse m'a beaucoup apporté dans ma carrière. Je suis vraiment très heureux d'avoir débuté dans ce club parce que c'est un club qui est vraiment malgré tout familial, qui prône la progression des jeunes. On peut le voir encore cette saison, il y a encore eu beaucoup de jeunes qui ont joué, beaucoup de jeunes à très fort potentiel. Malheureusement, moi, j'ai eu quelques événements durant ce passage à Toulouse où je n'ai pas pu profiter pleinement de mes capacités physiques, pour répéter les efforts et de pouvoir enchaîner les matchs à un bon niveau. Donc, ce qui fait que j'étais un peu plus dans le dur vers la fin, mais au final, ce que je retiens, c'est qu'on a réussi à maintenir le club 2 saisons d'affilée où ce n'était pas gagné, où on a eu beaucoup de vents contraires et au final, on a fait quelque chose de beau, dont cette année-là où on se maintient à la dernière journée avec ce but de Body dont tout le monde se souviendra. Et je pense que à jamais, ça restera le meilleur souvenir de ma carrière. Tu es encore jeune, il y a encore une longue carrière qui t'attend. Donc, Ouais, je pense, mais tu vois, je vais être honnête avec toi. Moi, j'en avais parlé juste après avec Panchi. Et lui, il était en fin de carrière. Il avait vécu les qualifs en Coupe d'Europe et tout. Il m'avait dit, je te jure, je me suis qualifié en Coupe d'Europe, mais ça restera plus fort que jamais parce qu'on était revenu de vraiment loin, quoi. Ouais. C'est ce qu'on disait d'ailleurs juste avant que tu arrives. On avait un peu ce débat-là en tant que nous, supporters. Et c'est vrai qu'on avait après le même discours, mais c'est drôle aussi de voir que… D'ailleurs, Alexis, j'ai regardé hier le résumé de Canal+ du match en GTFC. Tu méritais plusieurs cartons jaunes parce que tu es souvent rentré sur la pelouse quand il y a eu des buts. Donc, peut-être que tu aurais mérité une sanction administrative pendant cette rencontre. Ouais, franchement, le carton jaune, je l'aurais pris avec plaisir. Là, l'objectif, c'était vraiment de pousser les gars à fond. Franchement, on était transcendés, hein. On était comme des fous. Et le seul moyen pour nous de nous tenir, c'était peut-être de nous sanctionner. Mais à ce moment-là, on était vraiment intenable. Je me rappelle aussi d'Adri qui, sur le but de Body. Ah oui, il va carrément au milieu du terrain. Il n'a rien à foutre, quoi. Et c'était magnifique. Franchement, c'était incroyable. Et moi, je remercie aussi quand même le coach Duprat parce que moi, ce match-là, je me blesse en fait le match d'avant contre 3. Je me fais une élongation à l'ischio. Et le coach m'emmène quand même dans le groupe. Et je pense que le fait d'avoir vécu ça dans le groupe, à l'intérieur de cette équipe dans les 18, c'était plus fort que tout, quoi.
Alexis, juste une question. Les 1500, on en parlait juste avant que tu arrives, les 1500 supporters qui se déplacent pour Angers, toi qui as suivi toute la saison, où tu as vu qu'en déplacement, on était 50, ça vous a aidé à vous transcender? Ouais, franchement, c'était incroyable. Ouais. Parce que au fil de la semaine, il n'y a pas eu que le déplacement en soi. Il y a eu les encouragements des supporters le veille de match, tout au long de la semaine sur les réseaux. Tu sentais que quelque chose était en train de se créer. Et puis on avait notre destin entre nos pieds, j'ai envie de dire. On était obligé de gagner à Angers. Donc plus on avait de soutien, plus on avait de force positive avec nous, plus on mettait toutes les chances de notre côté pour gagner. Et je pense que ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça a fait qu'on a fait un match, parce qu'en soi, le match qu'on refait aujourd'hui, il est complètement irréel. On loupe un péno à 0-1. Enfin voilà, c'est des matchs comme on aime, et c'est le match qu'il fallait gagner. C'était incroyable. Tout le monde a eu sa part de réussite. Il y a les joueurs, le staff, les supporters, on a tous tiré vers le même point, et c'est pour ça qu'on a réussi à le faire. Alexis, comme tu te doutes, on est en direct sur la page lesvieux.com et de nombreuses personnes nous regardent et pas mal de gens ont des petites questions pour toi, et je vais lancer Vincent du coup qui va les relayer. Ok, ça marche. Salut Alexis. Il y a donc quelques questions. Déjà, il y a une question sur ton avenir, savoir si tu comptes rester à Amiens. Et on avait aussi une question sur le club de tes rêves pour la suite de ta carrière. Ça serait lequel? Quand j'étais tout petit, je supportais Arsenal. Après, ça, c'était dans un lointain souvenir. Là, j'en suis très, très loin. Moi, l'année prochaine, je sais pas comment ça va se passer pour moi. Je me suis ni entretenu avec le club, ni avec le staff. Donc voilà, je suis dans l'attente. Pour le moment, on essaie de digérer un peu cette sanction administrative, et on verra la saison prochaine comment ça va se profiler pour moi. Après, le club de mes rêves, au jour d'aujourd'hui, j'en ai plus trop. Je veux juste essayer de m'épanouir en tant que footballeur, en tant qu'homme, parce que je trouve que le plus important maintenant dans le foot, et on l'oublie peut-être un peu encore, c'est le côté humain, et c'est le côté groupe, c'est le côté aventure humaine. Et j'aimerais bien retrouver ça. Et si ça va bien, ça va bien. Et si ça va, on verra comment ça va se passer. Quand tu parles d'aventure humaine, si on revient, parce qu'on est en spécial remontada, j'aimerais bien quand même revenir sur ce discours de Pascal Duprat qui a été mis sur Canal+. Il paraît même qu'il y avait eu déjà un premier discours un peu plus tôt dans la journée de Duprat qui n'avait pas été filmé. Comment vous et toi, en tant que joueur, vous l'avez vécu? Est-ce que c'était une surprise? Est-ce que… je sais pas, comment vous l'avez vécu? Ouais, bah déjà, avant ça, lui, il arrive à 10 journées de la fin. On avait 22 points, ils avaient 30, je crois que le 17e avait 32 points, donc c'est quand même conséquent. Et lui nous persuade direct qu'on est capable de le faire. Donc c'est pas parti que du match à Angers en tant que tel, c'est parti vraiment de ce point-là où il nous persuade qu'on est capable de le faire, et que 10 points, ok, c'est très dur de rattraper, mais que rien n'est irréalisable. Donc à partir de là, on s'est lancé un objectif, et plus on avançait dans les journées, et plus on grappillait sur les autres équipes. On avait aussi un fil conducteur avec la course de Floria Gay, je ne sais pas si vous voyez, en athlétisme. Il remonte un petit peu tout le monde et qui finit par, au dernier moment, passer la ligne d'arrivée. C'était la volonté du staff de nous mettre chaque semaine cette course, et elle nous prenait pour exemple Floria Gay, et il nous mettait à sa place. Et c'est pour ça que dans le discours aussi le jour J, il dit: vous vous rappelez, au dernier moment, on passe devant. C'est pour ça qu'il dit au dernier moment. Et en fait, il fait référence à ça. Nous, on le savait parce qu'on avait ça en tête. Et puis, ça prenait du galon au fil des journées. Et puis le dernier moment, c'était ce moment-là à Angers. Et donc, vous la voyez souvent, cette vidéo? Combien de fois il vous l'a montré? C'était quoi? C'était toutes les semaines, avant chaque entraînement, avant chaque match? Non, c'était toutes les semaines, ouais. Toutes les semaines. Et puis, soit il nous l'a montré, soit il nous le rappelait, pour que ça nous trotte dans la tête et qu'on se dise ok, il y a 2 semaines, on était à 10 points. Là, on est à 6. Je pense que devant, ils vont avoir un peu les chocottes. Ils commencent à moins gagner et tout. Nous, on se mettait à y rêver, quoi. Et puis, malgré tout, on a connu des matchs compliqués dans cette période. Parce que je me rappelle qu'on joue contre Lyon à domicile, où on fait un match vraiment, vraiment costaud, où on fait les choses qu'il faut pour essayer de ramener quelque chose, et on perd 3-2. Donc, à ce moment-là, on peut se dire que c'est mort, mais on a eu la chance aussi, entre guillemets, que devant nous, ça avançait pas beaucoup non plus.
Par rapport à l'arrivée de Duprat, qui a été quand même l'élément déclencheur, l'avant Duprat, juste avant, quand Arribagé était encore en fonction d'entraîneur, les supporters avaient fêté la descente. Ironiquement, bien sûr. Vous, en tant que joueur, ça vous avait impacté, ça ou pas? Ouais, ça nous impacte, bien sûr. Je vais pas te dire le contraire, évidemment que ça impacte. Après, faut être naïf aussi pour se dire que les supporters, ils sont contents d'être 19e et à 10 points du point non relégable. C'est normal que les supporters manifestent leur mécontentement. Et franchement, au TEF, ils l'ont prouvé par le fait de fêter entre guillemets la descente. Il y a des clubs, ils auraient suivi les gens jusqu'à chez eux. Donc voilà, chacun interprète les choses comme il veut. Moi, je trouve que, entre guillemets, c'est facile à dire, mais c'était pas de bonne guerre. Mais voilà, le coach Duprat nous disait, ils vous ont charrié et maintenant ils vous aiment. À un moment donné, faut donner aux supporters aussi ce qu'ils ont envie de recevoir. Si tout au long de la saison, ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont envie de voir, ne serait-ce qu'en termes de combativité, d'amour-propre, de bataille pour le maillot, je pense que c'est normal qu'à un moment donné, ils manifestent leur mécontentement. On vous a montré qu'on vous aimait, parce qu'on était plus de 1500 à Angers. Quand même. Exactement. C'est ce que le coach nous a dit le jour du match aussi. Alexis, et tous ceux qui ont fait fêter la fête au stadium quand tu as fait ça à Ajaccio, ils étaient à Angers aussi. Comme quoi, on n'est pas rancunier. Ouais, non, mais c'est clair. Mais je veux dire, moi, avant d'être footballeur pro, et j'en suis conscient tous les jours, c'est un métier magnifique, mais c'est aussi difficile. J'étais aussi supporter. J'allais au stade comme vous quand j'avais 10 piges. J'étais passionné. Et quand mon équipe perdait ou quand on sentait qu'il n'y avait pas d'âme et qu'il manquait quelque chose, j'étais le premier déçu et j'étais le premier à gueuler. C'est naturel, on veut tous le bien des choses qu'on aime. Et quand ça ne se passe pas comme on veut, on manifeste notre mécontentement d'une manière ou d'une autre. Alors le TEF, ça a été de fêter, entre guillemets, la descente dans les tribunes, mais ça serait passé par différentes manières dans n'importe quel club. Mehdi? Ouais, Alexis, moi j'avais une question. Tu as évoqué donc, le fait que Duprat vous persuade que c'est encore possible. Il vous persuade sur le moment, ou est-ce qu'il y a un match après en suivant où vous dites on va le faire? Parce qu'il y a ce match qui met un coup sur la casquette de tout le monde aussi. Parce qu'on revient à 2-2, on reprend un but à la fin. Comme tu l'as évoqué, ce match il met un coup sur la casquette à tout le monde. On se dit que finalement on va peut-être pas y arriver, quoi. Ouais, c'est clair. Après voilà, mine de rien, je crois que ce match-là, on le perd, mais les concurrents devant, ils prennent quoi? Un point de plus que nous. Donc, à ce moment-là, on n'est pas largué. On perd pas, on perd, mais les mecs devant, ils ne gagnent pas non plus. Donc, c'était entre guillemets rassurant. On se disait, bon, on est encore en sursis. Après, il y a aussi le fait que quand le coach arrive, on joue le premier match à Marseille, et direct, il tombe sur le terrain et il peut pas être présent à Marseille. Et malgré tout, tu dis, putain, la vie vaut d'être vécue. Donc, le football aussi. Allons chercher quelque chose pour le coach qui vient d'arriver, lui montrer que son discours, ok, on adhère au discours. Et puis on ramène un point de Marseille. Alors, à ce moment-là, on peut dire que c'est anecdotique. Mais on fait 0-0 au Vélodrome après avoir eu 22 points en 28 journées. Ce qui était quand même très mauvais. On se dit, ok, pourquoi pas, on a peut-être retrouvé une certaine base défensive. On peut peut-être faire quelque chose de bien. Et regardez la surprise! Regardez la surprise! Bonsoir à tout le monde. Salut Yann Bodiger, la surprise de 18h, elle est là, c'est la patte gauche, le sauveur d'Angers qui est avec nous, j'ai envie de dire. Ça va, Bodi? Ça va et toi, Alex? Ouais, ça va, tranquille. T'es content de me voir? Ouais, je suis content de te voir. Parce que moi, je suis content de te voir. Hein. J'ai hâte qu'on rejoue à la Formule 1. Là. On a la paire titulaire de l'époque, les gars avec nous dans l'émission. Comment ça va, Yann? Du coup, il a coupé. C'est bon. Allô? Ouais, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Comment ça va, Ça Yann? va et vous? Ça va et vous? Ça va. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Ça va bien, on a repris les entraînements de manière un peu spéciale par rapport aux règles sanitaires qu'il y a à suivre, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir revoir les coéquipiers
pouvoir courir sur l'herbe, tout ça. Franchement, toucher le ballon, c'est juste génial. Oui, c'est sûr que ça a dû vous manquer. Yann Bodiger, Alexis Blin, messieurs, les deux qui étaient au TFC, on est en train d'évoquer un peu la saison de 2015-2016 avec la fameuse remontada, le fameux match à Angers. Yann, toi, comment cette saison tu l'as vécu, cette saison 2015-2016? C'était difficile. Difficile. Parce que on n'avait pas les résultats. En plus, ça a été compliqué au début parce qu'on faisait quand même des bons matchs. On avait un fond de jeu, on gagnait presque tout le temps et on se faisait remonter. On perdait nos matchs à la fin. Et petit à petit, on a vraiment sombré. Et là, ça a commencé à être très difficile. Et voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc ça s'est bien fini. Et ça a été une année formatrice. Mais voilà, ça a été vraiment une année compliquée. Il y a une stat terrible pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'on a quand même perdu 33 points après avoir mené au score. Alors, comment vous expliquez ça, Alexis ou Yann? Je sais pas, franchement, j'aimerais bien te la dire parce que moi avec Amiens, j'ai connu la même chose cette saison. Donc compliqué à expliquer. Après, voilà, je pense que mentalement, quand tu fais 2-3 matchs où tu te fais remonter au score, les matchs d'après où tu mènes, inconsciemment, je pense que tu te dis putain, on va refaire le coup. Alors, il faut être plus fort que ça, je te l'accorde, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, après, c'est sûr qu'on était vraiment en difficulté à la 28e journée. Moi, je tiens quand même à saluer aussi, parce qu'il a moins joué à l'arrivée du Pro, parce qu'il était blessé, mais on avait JD qui était capitaine de cette équipe à l'époque. Et il a vraiment donné corps et âme. Et ça, on le voit pas à l'extérieur, mais pour le groupe. Mais c'est fou ce que tu dis là, frérot. De quoi? Mais c'est un truc de fou, parce que, genre, ce que tu dis, j'ai dit exactement, avec les mêmes mots en plus. Je l'ai dit il y a 2 semaines. Ouais, non, mais franchement, parce que pour l'interview. De l'extérieur, on le voit pas, mais ah ouais. Le groupe était capitaine et il portait quand même le groupe à bout de bras, il faut se le dire. Bah oui, et il a comme tu as dit, c'est exactement ça, il a donné cœur et âme. Oh là là. Ouais. Il était vraiment à fond pour le maintien du club et je pense que ça l'a entre guillemets un peu fait chier de ne pas pouvoir participer à la fin de saison, mais c'était tout comme parce que le fait que le coach du Prat arrive, ça lui a enlevé un poids parce que vraiment il était fatigué, il a vraiment beaucoup donné. Il était lessivé, mais c'est bête, hein, mais je le disais aussi dans l'interview qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec les Violets. Genre, toi, c'était juste le dernier match, mais tu étais blessé, tu étais sur le banc. Mais lui, rappelle-toi qu'il était sur le banc. Ouais, il était sur le banc. Il pouvait pas jouer, mais il était sur le banc parce qu'il était important et Duprat le savait. C'était lui le vrai leader du groupe? Ouais, à cette époque-là, ouais, en début de saison, du début de saison jusqu'à ce que le coach arrive, ouais, clairement. Et ça, c'est des choses que on ne perçoit pas de l'extérieur. Parce qu'effectivement, on était en difficulté. On se disait, il est capitaine. Le capitaine, il faut qu'il redresse l'équipe. Mais il le faisait. Il le faisait. Et puis, ça ne marchait pas. Donc, c'était compliqué. Quand ça ne marche pas et qu'on est capitaine, on a beaucoup de poids sur ses épaules. Et à un moment donné, on explose. Et JD s'est blessé. Il a une pubalgie. Ça l'a fait traîner une bonne année. Et là, il revient bien. Je suis content pour lui parce qu'il le mérite. Ouais. Nathan, une question pour vous, messieurs. Ouais, du coup, j'ai 2 questions. D'abord, comment est-ce que vous pouvez expliquer la métamorphose du club, en fait, lors des 3 derniers mois de la remontada? Et après, est-ce que vous n'êtes pas dit que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose de plus grand, justement, cette saison-là, avec cet effectif et avec cet état d'esprit-là? Body. J'ai pas très bien entendu ce que tu as dit. Après, tu as demandé si on n'est pas passé à quelque chose de plus grand, de plus grave. Ouais, en gros, avec cet effectif de la saison, non. par rapport voilà, à l'état d'esprit et au contenu des matchs que vous avez fait en fin de saison. Après, ça a continué. Franchement, ça a continué la saison d'après où on va essayer de reprendre un peu le fil, messieurs. C'est pas évident, mais en tout cas, déjà, merci à vous, Yann et Alexis, d'être avec nous. Donc, dans cette émission spéciale Remontada,
moi, j'ai une question pour vous. Avant le match, tout le monde parle du fameux discours de Duprat. On l'a un peu évoqué tout à l'heure avec toi, Alexis. Je crois que c'est Adrien Régatin qu'on a reçu il y a 2 semaines, nous disait que ça l'avait aussi un peu affecté mentalement parce que c'était tellement fort ce qu'il avait fait que ça avait aussi affecté un petit peu mentalement et ce qui expliquait un peu aussi le mauvais début de match face à Angers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Body, je te laisse répondre parce que moi, j'ai pas débuté. Body a joué un peu le match. Donc, moi, j'étais vraiment concentré sur le fait qu'on gagne. Donc, effectivement, c'était pas mal d'émotions, mais moi, j'ai essayé de vite passer outre. Moi, perso, je suis d'accord avec Adri. Plutôt d'accord avec Adri. C'est difficile de. En fait, c'est des émotions que tu dois garder, tu dois les gérer. Et quand il y a cette vidéo et ce discours, eh ben, tu lâches un peu prise, je pense. Et c'était peut-être pas le moment. Peut-être pour ça qu'on a fait un mauvais début de match, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais je rejoins un peu Adri sur ça, ouais. Compliqué, je pense que c'est propre à chacun. Là. Ouais, C'est vrai. C'est propre à chacun. Moi, on me dit souvent que j'ai un cœur de pierre. Donc, Bon, du coup, re-bienvenue, Étienne, j'ai envie de dire. La galère pour Étienne. Bonjour à tous. Oh putain. Et ils sont beaux là. Comme c'est idiot. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait avec tes cheveux là? Je me suis coupé tout seul hier. Hein? Je me suis coupé tout seul hier. Oh putain, mais toi vraiment tu fais n'importe quoi. Ça me rend fou le confinement. Par contre, tu devrais faire pareil à ta barbe. Il y a des trucs qui s'appellent une tondeuse. À mes cheveux aussi. À mes cheveux aussi, non? Ouais, c'est clair. Messieurs, bon, qu'est-ce que. Allez-y, je vous écoute. vois vous chambrer, mais tiens, qui était le plus chambreur à l'époque? Bah, il est là, tu l'as. Ma foi. Regardez. Ah là là. Ils étaient tous bons pour chambrer. Franchement, il y avait une belle équipe de chambreurs. Ouais, c'était pas mal. Ah ouais, c'était pas mal. Je valide. À Amiens aussi, ça chambre ou quoi? Il y avait Steve aussi. Ouais, à Amiens aussi, ouais. Il revient souvent, Steve. Bon, ça marche pas trop cette saison. Messieurs, j'ai une question qui me vient. Est-ce que vous croyez que ce milieu a déjà joué ensemble? Ils ont déjà joué ensemble tous les trois sur le terrain? Je suis même pas sûr. Hein. Non, je pense même pas. On a dû pendant quelques minutes, mais est-ce qu'on a débuté un match ensemble? Non, je crois pas. Je crois pas qu'on ait débuté un match tous les trois ensemble. Si, débuté, mais on n'était pas à Paris en coupe. Ah oui, d'accord, oui. Mais tu jouais central. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai zappé. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'était central, Body? Non, Alexis était central. C'était Alex qui était central, ouais. Alex, ouais. Et je te guidais. C'était cette saison-là, sur un des 2 matchs contre Paris en coupe? Ouais, c'est ça. Quand on perd 2-1 et 2-0, je crois. Ok, la demi de Coupe de la Ligue? C'est ça. Et oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, cette année-là, malgré le départ d'Arribagé, les mauvais résultats, cette année-là, quand même, le TFC va en demi de Coupe de la Ligue. On l'oublie. On fait un beau match à Paris en plus. Hein, ouais. En battant l'OM en quart. Je crois qu'il y avait 0-0 à la mi-temps, je crois. Bon, on gagne 1-0. Adri, il marque, non? Ou François? C'est pas la Coupe de France? Non, ça, c'était la Coupe de France. Ok. En Coupe de la Ligue, c'est 2-0 le score. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Messieurs, lors de cette saison, il y a eu plusieurs tournants qui ont frappé le club, j'ai envie de dire. L'un des premiers qui avait marqué cette saison, c'est la titularisation de Alban Lafont et d'Issa Diop. Vous, dans le groupe, comment vous l'avez vécu qu'un jeune gardien de 16 ans débarque et devienne d'ailleurs le plus jeune gardien à être titulaire en Ligue 1? Étienne, toi qui étais un peu plus expérimenté. De toute façon, on avait des soucis, donc c'est souvent là qu'il y a des changements de gardien. En fait, quand une équipe tourne pas, vous remarquerez que c'est souvent là que les coachs essaient de faire ça. Après, il était très jeune, donc c'était très risqué quand même. Je parle pour le gardien, mais après voilà, c'était peut-être le moment d'avoir un électrochoc, de remuer un peu le groupe.
ça fait peur aux défenseurs, donc les défenseurs resserrent un peu plus parce qu'ils ont la crainte que ce soit un jeune gardien aussi. Donc voilà, c'est mental aussi. Le coach veut faire un petit électrochoc en faisant des changements importants comme ça. Bon, c'était quand même risqué, il était très jeune. Le pari réussi quand même, premier clean sheet en 7 mois. Ouais, mais il faut vous rappeler, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il joue, il y a une trêve avant, il joue le match amical. Ouais, il fait oh là là. grosse erreur. Il fait pas un bon match. Ouais. Et... Il fait une sacrée boulette. Et pas qu'une, hein, il tire dans la je sais plus ce qu'il veut. Ouais, c'était dur pour lui, mais bon, après, il s'est bien rattrapé. Et puis depuis, tout va bien pour lui. Hein. Ouais. C'était surtout ça, quoi. C'était quand même, tu vois, il n'avait pas de totale confiance. Après ce match, moi, je me rappelle, ça m'avait un peu choqué qu'il le mette titulaire, tu vois, après ce test-là. En fait, on s'est dit, putain, il a 16 ans, je crois, il a 16 ans. Ouais. C'est chaud, faut pas le griller, quoi. Il a un fort potentiel, faut pas le griller. Et il avait 16 ans à ce moment-là. Ouais, il avait 16 ans. Donc 16 ans, dans cette position-là où on était, avec la pression, l'enjeu et tout, il a eu les épaules, franchement, il était costaud. Hein, parce que tu peux te griller vite à ce moment-là. C'était qui les gros leaders du vestiaire même sur cette saison-là, il y a eu un avant Pascal Duprat, avant Dominique Arribagé et pendant Pascal Duprat, mais c'était qui le leader du vestiaire le taulier Étienne? Non, je sais pas. JD. Ouais, c'était compliqué parce que c'était compliqué un peu à ce moment-là, même pour nous les anciens, parce qu'on était un peu mis de côté à ce moment-là, en fait. Donc du coup, quand tu es un peu mis de côté, tu veux pas trop déranger, donc tu fais ton truc, tu serres les dents, on attend que ça passe. Mais quand je joue pas ou quand je joue moins, c'est difficile d'influer autant sur un groupe et d'être aussi présent. Donc tu essayes déjà de pas amener de mauvaise humeur et de rester joyeux et sympa, parce que tu es toujours énervé quand tu joues pas. Et ensuite de moins déranger. Donc, c'est compliqué après d'apporter ton ancienneté, ton expérience, etc. quand tu joues moins. Donc, pour ma part, c'était plus compliqué. La période avant Duprat était un peu plus compliquée. Moi, j'en avais un peu marre de cette période compliquée. En plus, quand tu joues moins, c'est fatigant aussi. Donc, c'est pas simple d'arriver tous les jours et d'entraîner tout le monde quand toi, tu es à côté du truc, quoi. Et est-ce que toi, vas-y, Alexis. Toi, tu étais vraiment encore en Cannes et tu avais les possibilités de jouer, de performer vraiment encore à un très bon niveau. Et dans une autre mesure, tu avais Punch qui était vraiment plutôt vers la fin, qui voulait vraiment nous accompagner, faire des bouts de match, qui lui, tu vois, pouvait se permettre de communiquer avec nous, de nous aider. Tu vois, quand même, c'était différent. Après, tu avais JD aussi qui était capitaine et qui portait quand même. Après, tu avais quand même ton rôle de leader, Etienne. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Même si il y a eu cette période plus difficile, mais quand même. Quand je jouais moins, j'ai toujours eu plus de mal. Ça, c'est la vérité. Après, ça dépend des caractères. Après, elle n'a pas duré super longtemps, cette période non plus. Ça a duré un petit peu quand même. Tu sais, la période où c'était le plus compliqué, je ne jouais pas et c'était super frustrant, quoi. Après, à vrai dire, on cherchait un peu le leader aussi. Hein. Bien sûr. C'était pas facile. Il y avait une équipe très jeune qui galérait, donc c'était compliqué. Et vous dans ces moments-là, le discours de Pascal Duprat, le jour où il arrive, qu'est-ce qu'il vous dit? C'était incroyable. Bon, je vous laisse parler, les gars. Vas-y, Alexis. Non, franchement, je ne m'en souviens plus, mais c'est à la fois tu vois, prenant, mais à la fois super drôle dans son rôle, tu vois. C'est pour ça qu'on a tout de suite adhéré, parce que ça apportait de la légèreté. Nous, on était là, on arrivait à l'entraînement, 22 points, 28 journées, t'es comme ça, on tirait la gueule, c'était morose. Alors évidemment, on essayait de dédramatiser, parce que ça reste que du foot, mais c'est notre passion, et ça nous faisait chier d'être à cette place. Et lui, il est arrivé, et en 2-3 discours, il arrivait à nous faire sourire, on allait sur le terrain, on était heureux d'être ensemble et tout, donc ça a changé, quoi, du tout au tout. C'est vrai. Yann, ouais, c'est vrai. Après, le souvenir que j'ai quand il est arrivé, c'est
c'était compliqué, ça avait l'air compliqué parce qu'il est arrivé seul en fait. En plus, bon, il était au milieu de tout le monde. Donc, voilà, comme dit Alexis, on paraissait à des zombies et on était allé dans la salle de muscu, je me rappelle, en haut, pour qu'il y ait vraiment tout le monde et que tout le monde se voit, quoi. Et il avait parlé au milieu de tout le monde et il était arrivé seul. Et j'ai ce souvenir-là. Après, oui, comme il dit Alexis, tous les jours, il y avait ces discours-là qui amenaient cette légèreté et en même temps la marche à suivre dans le travail qu'il y avait à faire. Et franchement, c'était un bon compromis. Et Étienne, par exemple, est-ce que tu te souviens le jour où Pascal Duprat a eu ce malaise qui a, selon lui, a créé une atmosphère particulière et une relation entre lui et vous? Moi, déjà, son premier discours quand on était en salle de muscu, il m'avait choqué parce que dès ses premières phrases, il avait contredit le président. Donc, pour un mec petit, un peu comme ça, qui arrive tout seul, et il dit bah voilà, j'ai rien compris, j'ai trouvé ça complètement fou. Ouais, et du coup, moi, il m'a surpris, quoi. Et en descendant les escaliers, après, je me suis dit, mais il est complètement fou, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que grâce à cette folie-là, on était capable de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a eu 2-3 jours après, il y a eu ce malaise. Quand on l'a vu par terre, déjà, moi, personnellement, je ne sais plus qui c'était avec moi, mais j'ai rigolé parce que je pensais qu'il faisait. Parce qu'on n'arrivait pas à faire 3 passes sur des trucs sans adversaire à un moment donné. Du coup, il se foutait de notre gueule pour. C'est vrai, putain. Au début, ça arrive de temps en temps à des entraînements comme ça où il y a 3 passes qui partent à l'envers. Et à ce moment-là, comme on était moyen, ça arrivait souvent. Et du coup, là, il se met par terre, il se roule par terre. Du coup, je dis, mais il se fout de notre gueule, en fait. Il est complètement fou. Donc, du coup, on rigole. Et en fait, il restait par terre, quoi. Donc, au bout d'un moment, on a arrêté de rigoler. On a commencé à se dire qu'il y avait un truc bizarre. C'était qui l'a relevé? Je me rappelle plus. Marcel. C'est Marcel. Ouais, c'est Marcel qui l'a relevé. Je sais plus. Ouais. Si, je me rappelle, c'est Marcel. Après, on faisait moins les malins, quoi. On faisait moins les malins. Après, comme il l'a dit, franchement, ça a créé un truc parce que ça nous a touché quand même. On le connaissait depuis pas longtemps, mais moi, personnellement, ça m'a touché. Ouais, c'est clair. Un tome comme ça qui… Ouais, franchement, peu importe la personne, je pense que quand il y a un truc comme ça qui arrive, c'est toujours un peu choquant, quoi. Ouais, mais tu vois, on le connaît. Ouais, oui, mais on le connaissait pas encore. Vraiment, on le connaissait pas. Et c'est vrai que… Est-ce que c'est le coach qui vous a le plus marqué, messieurs? Alexis, peut-être. Marqué dans quel sens? Après, vous l'avez eu plus. Après, moi, je l'ai pas eu. Après, je l'ai eu. Ah ouais, c'est vrai. Que sur cette période-là, je suis parti, moi, après. Donc, j'ai pas… Moi, le seul souvenir de Pascal Duprat, c'est ces 2 mois-là. Donc, pour moi, si tu me dis, c'est un 20 sur 20 sur ces 2 mois-là. Il pouvait pas, dans cette situation-là, on pouvait pas tomber sur quelqu'un d'aussi bon dans une période comme ça, quoi. Après, ça c'est clair. C'est sûrement différent sur le long terme, etc. Moi, je l'ai pas vécu, mais c'est vrai que ces 2 mois-là étaient incroyables. C'est clair. Non, mais c'est une question délicate. Chaque coach a ses caractéristiques. Lui, on connaît les siennes. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus réservés, mais bon, dans d'autres domaines, franchement, moi, j'ai pas de préférence au niveau des coachs que j'ai connus. C'est juste que lui, sur une opération de maintien comme ça, c'était incroyable. Et toi, Yann? Ouais, pareil. Après, franchement, je sais pas si c'est celui qui m'a le plus choqué parce qu'on a fait pas mal quand même dans notre jeune carrière, Alex. Ouais. On a changé pas mal de coachs. C'est pas bon signe. Ouais, mais non, après, c'est sûr, cette période-là, elle restera folle et avec le personnage qu'il incarnait, quoi. Exact. Et si je peux me permettre, juste, excuse-moi, Camille. Alexis, on a parlé juste avant, comment Yann et Sylvain n'étaient pas là. Étienne, pardon, Sylvain il n'est pas là, forcément. Moi, c'est un vieux supporter, ça, parce que. Oui, c'est vrai qu'il il fait partie de la génération Pichoun à la fin. Donc, oui, c'est vrai. Et oui, juste par rapport à l'histoire, à Ribagé, Dupraz, et surtout, moi, j'étais ancien membre Ingans.
un peu votre sentiment entre l'effet arrivagé, de se faire charrier par les supporters, la fête en Ligue 2 et compagnie. Derrière Sadran qui, peut-être avec un peu cette pression, décide d'évincer Arrivagé. Et derrière l'arrivée du Duprat et cet engouement qui se met autour et aussi l'arrivée et ces dernières semaines avec 1500 personnes à Angers pour vous soutenir, alors que 2 mois avant, vous charriez un petit peu. Votre ressenti par rapport à ça, Étienne, toi qui as vécu pas mal de clubs et autres. C'est la passion du foot. Hein. C'est la passion du foot. Tout est décuplé. Voilà, les gens sont tristes, sont trop tristes parce que c'est que du foot, sont trop joyeux et trop expressifs quand tout va bien aussi. Voilà, tout est décuplé. Donc, moi, j'ai eu l'habitude aussi de me faire siffler, de me faire applaudir. Voilà, quand tu es footballeur, tu es habitué en gros. Donc, si tu n'es pas prêt à ça, c'est que la carrière sera compliquée. Alexis, ce sera sa dernière réponse. Une chose. Vas-y, Étienne. Alexis, il doit aller préparer à manger peut-être ou non? Moi, j'ai l'air des poules, moi. Faut qu'il aille passer l'aspi, dépêche-toi. Il a beaucoup de pression là. Grave. Vas-y, Alexis, je te laisse. Mais moi, j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là. Ce que je disais à peu près comme toi, Étienne. Franchement, quand tu es footballeur, tu es exposé à ça. Et puis tu as d'autres clubs dont d'autres groupes de supporters qui auraient manifesté leur mécontentement d'une toute autre manière, qui nous auraient même suivis jusqu'à chez nous pour montrer leur mécontentement. Voilà, les supporters avaient décidé de manifester leur mécontentement comme ça. C'était entre guillemets de bonne guerre et au final, on a tous tiré vers le même sens et on s'en est sorti, donc c'était top. Vous en parliez dans le vestiaire quand il y a eu ces périodes-là, Alexis, c'est quelque chose dont c'était un sujet de discussion dans le vestiaire où vous le voyez et vous n'en parliez pas entre vous? Non, après, sûrement qu'on en a dû parler, mais ça n'a pas dû marquer nos conversations parce que c'est pas quelque chose sur lequel tu t'attardes et puis tu te dis, au final, c'est mérité, quoi. 22 points au bout de 28 journées, c'est quand même pas joli et au final, tu essaies de te regarder dans une glace et tu te dis, ok, là, j'accepte, j'essaie de faire le maximum pour la fin de saison et puis on verra ce qui se passera ensuite. Mais non, c'était légitime. Ok, merci Alexis, on va te laisser aller manger. Merci. Merci à vous. Et puis, de toute façon, je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite et puis on se recroisera. Merci Alexis. À très bientôt, Alexis. Ciao. Ciao, Alex. Ciao, Oulé. Vous restez avec nous, Yann et Étienne, 2 minutes encore. Plaisir. Yann, j'ai une question pour toi qui est revenue, je pense, des dizaines et des dizaines de fois sur les réseaux. Ce coup franc à Angers, tu peux nous en parler? Je peux pas expliquer. Ouais, je peux pas expliquer. Non, à la base, pourquoi je le tire déjà? Ou pourquoi je tire comme ça? Raconte-nous tout de A à Z, on veut tout savoir. Non, pourquoi Parce que je crois que c'était Oscar, non, qui devait le C'est Choco qui doit tirer, ouais. Mais Choco, le coach nous avait dit, si tu tires 2-3 corners ou 2-3 coups francs et que tu les tires mal, tu changes de tireur. Et Choco me dit de tirer le prochain parce qu'il tire un corner juste avant, il le tire mal. Il me dit tire le prochain corner au coup franc. Je dis OK. Et donc je vais là-bas et je place le ballon et franchement, je vois l'espace au premier poteau et de là, comme je l'ai toujours répété, j'ai qu'une idée en tête et je le tire comme je le tire. Après voilà, la réalisation est parfaite entre guillemets, tant mieux parce que ça aurait pu, j'en ai tiré des milliers d'entraînements et Etienne il va vous le dire et j'en mettais pas un, quoi. Voilà, après, je sais pas, c'était à l'instinct, je peux pas trop l'expliquer. Écoute, tu as eu le bon instant au bon moment, j'ai envie de te dire. Après, c'est aussi ça. Mais non, c'était au feeling et voilà, ça s'est passé, tant mieux. Tu le sens tout de suite que tu rentres. On parlait de l'accueil aussi des supporters à l'aéroport quand vous êtes rentré, chose qui n'est jamais arrivée ou quasiment jamais arrivée dans l'histoire du club avec autant de personnes. Tu t'es dit, putain, j'ai marqué l'histoire du club.
J'ai pas Non, l'impression, Yann, en t'écoutant, que tu le réalises encore un peu. Tu étais assez modeste par rapport à ça. Non, ben, comme je te l'ai dit sur l'interview, j'en suis très fier. Et si, c'est vrai que j'en suis conscient. Quand tu parles de ce maintien du match à Angers, tu vas systématiquement parler de ce coup franc et de Bodiger, quoi, entre guillemets. Mais c'est que, voilà, comme il l'a dit Étienne, en fait, c'est que tout le monde va retenir ce match. Mais les 2 mois, les 10 matchs qu'on a fait ensemble, c'est l'expérience, en fait. Et je retiens plutôt ça que mon expérience personnelle. Je retiens l'expérience collective tous ensemble et ce moment de vie, parce que ça a été plus que du foot. Ça a vraiment été plus que du foot. Moi, j'ai une question, Camille. Vas-y. Une question à Étienne. Est-ce que tu regrettes d'être sorti? Parce qu'il me semble que c'est Yann qui te remplace. Tu n'étais pas sur le terrain à ce moment-là. Est-ce que je regrette d'être sorti? Ben ouais, non. C'est du second degré. Au contraire, c'est Yann qui me remplace. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Parce que moi, si je frappe le coup franc avec mon pied gauche, je pense que ce serait pas passé pareil. Hein, donc, il valait mieux que je dégage. Du terrain. Non, au contraire. Très content d'être sorti. Et puis, en plus, ce match-là, sur les 10 matchs, il y a eu 9 matchs, vraiment, on a fait vraiment des gros matchs. Et ce match-là, franchement, moi, je l'ai pas revu, mais j'ai revu que les images, etc. Mais franchement, ce match-là, moi, je m'étais trouvé nul. Et donc, du coup, en fait, on n'était pas bon sur ce match-là. Ouais. Et du coup, de sortir, non, c'était logique. C'était logique sportivement. Il fallait apporter autre chose. De toute façon, moi, j'étais pas bien. Et donc, voilà, c'était bien senti de la part du coach. Et jusqu'au bout, il l'a bien senti parce qu'il lui a dit avant, etc. Donc, voilà, incroyable. Non, moi, très heureux d'être sorti. Incroyable, parce que quand on voit le milieu, les gars, c'est quand même Dido, Somalia, Canabique. Ouais, il y avait Canabique. On ne s'en souvient pas. Le milieu, on a l'impression qu'on ne l'a jamais vu, mais c'était le milieu de ce match. On n'a jamais joué ensemble au milieu en plus. Jamais. Non. Il avait sa casquette Angers là ou pas? Incroyable. Pourquoi il a mis Canabique d'ailleurs, milieu défensif, il voulait face à Check and Doy? Ouais. Si, c'était ça. Oui, c'était ça. C'était la tête, sur la tête, les dégagements, etc. Même Angers met beaucoup de pression avec lui sur les gelons, etc. Donc il voulait contrecarrer ça. Ouais. Nathan, il avait une question pour Étienne. Ouais, du coup, Étienne, tu as connu la 4e place en 2009. Et est-ce qu'émotionnellement, en fait, c'est comparable à l'exploit réalisé en 2016? Est-ce que c'est ton meilleur souvenir au club, en fait? Moi, c'était ma première saison, la qualif européenne. Et c'est une belle saison, mais les 2 mois de maintien, les 2 derniers mois de maintien, pour moi, sont beaucoup plus forts que la qualif européenne de ma première saison. Pourquoi c'est vrai. Pourquoi du coup, beaucoup. Comment? Pourquoi du coup, tu as quitté le TFC derrière assez rapidement et tu n'as pas participé à continuer? Mais moi, ça faisait des mois que je savais que j'allais essayer de rentrer en Bretagne. C'était personnellement, j'avais ma maman qui était malade à ce moment-là. Donc l'entourage du club savait que je voulais rentrer en Bretagne. Et il y a eu cette possibilité. Tous les ans, j'avais presque une possibilité de rentrer en Bretagne depuis longtemps, mais je restais au club et puis là, voilà, personnellement, ça s'était un petit peu aggravé, donc je voulais absolument rentrer. Et puis pour toi, Bodi, à ce niveau-là. Et puis pour toi, Bodi, tu es resté au club, mais finalement, il n'y a pas eu trop de suite à Toulouse après ce but. Comment tu l'as vécu? Je suppose pas forcément super bien. Non, si, au contraire, la saison d'après, c'est là où je fais ma meilleure saison. Après... Après, en fait, je fais une bonne saison, je joue pas mal cette saison-là, et c'est ensuite, c'est la saison d'après où je joue plus, il n'y a pas de suite. Mais non, après, je te dis, après, c'est pas parce que j'ai mis ce but que je me devais d'être titulaire, c'est les performances qui font que. Et je te dis, ça a été compliqué ensuite parce qu'on fait vraiment un beau début de saison. Ça reste une saison cohérente même à la mi-saison, tout ça. Et en fait, après, on sombre. Et de là, moi, j'ai sombré un peu avec l'équipe. Et après, je suis complètement sorti de l'effectif la saison d'après où j'ai pu jouer. Après, c'était des différents aussi avec M. Duprat.
Il y a encore des 2-3 questions pour vous, messieurs. Vincent, tu as des réactions sur les réseaux à nous faire parvenir? Oui, il y a 2 questions qui ont été posées sur les réseaux. C'est une pour chacun des invités. D'abord, Étienne, est-ce que tu te verrais une reconversion dans le staff du TFC un jour? Ah bah faut jamais dire jamais, donc on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Pour l'instant, je vais partir sur l'Amérique du Sud bientôt et j'ai envie de faire un peu le pont avec le continent sud-américain et la France dans le foot toujours. J'ai des choses en dehors du foot, mais également dans le foot et voilà, je suis parti là-dessus. Après, on ne sait jamais. Moi, je suis un amoureux du foot, donc peut-être qu'un jour je serai en France, que je resterai en France, que je rentrerai en France, pardon. Et je me rapprocherai d'un club, je sais pas, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, du jour au lendemain tout peut basculer, donc on le voit bien en ce moment. Donc voilà, pourquoi pas un jour, on ne sait pas. Et il y avait donc une question pour Yann, c'est Yves donc de la Dist qui la pose. Il te demande si les kebabs sont meilleurs à Saint-Michel ou à Cadiz. À Saint-Michel. Waouh, ce kebab, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon là-bas. Je sais pas comment, je me rappelle plus comment il s'appelle, l'Oriental ou je sais pas quoi, mais ça a Palais de Justice exactement. C'est au métro Palais de Justice, je vous le conseille à tous. Si vous avez envie d'un kebab, allez là-bas. Il le dit à moi, mais on s'y retrouvait pas mal après les matchs. Et quand on revenait de l'aéroport, on passait là-bas, on prenait le kebab avec quelques joueurs et on rentrait à la maison. Hein. Tu reviens souvent à Toulouse, Yann, ou pas? Là, c'est compliqué, mais sinon, oui, quand même, parce que j'ai mon restaurant là-bas, ma soeur vit là-bas. Donc voilà, après ça, j'ai mes amis, mon entourage qui est là-bas. Et puis je suis de 7, donc c'est pas loin non plus. Donc ouais, assez souvent quand même. Et toi, Étienne, tu es déjà revenu depuis ton départ à Toulouse, à Toulouse, au Stadium, peut-être, au TFC? Oui, je suis revenu. Ouais. Je suis revenu plusieurs fois. J'ai pas mal d'amis là-bas aussi. La dernière fois que je suis revenu, c'était en octobre-novembre dernier. J'avais fait un passage, j'étais resté un long week-end sur Toulouse en famille. Donc j'étais passé au club aussi, voir tout le monde. C'était sympa. Je pense qu'on peut terminer l'émission en vous demandant votre avis sur la relégation du TFC. Peut-être toi, Étienne, t'es lancé. Ça t'affecte? Tu trouves ça finalement logique après une longue décadence depuis 5 ans que tu as vu démarrer, toi, depuis 2015? Ouais, c'est compliqué parce qu'on n'a jamais envie de voir un club qu'on aime descendre. Moi, j'ai vécu ma dernière saison avec Guingamp. Mais c'est vrai que depuis de longues années, le club est en difficulté et galère. Donc, des fois, on a du mal à se le dire, mais de temps en temps, c'est mieux de descendre d'un cran pour reconstruire quelque chose de plus calme, de plus serein, même l'image qu'il y a autour du club, et peut-être de repartir sur. Je me rappelle du FC Nantes où tout partait un petit peu en cacahuète, où c'était compliqué, c'était descendu, et puis est né un élan, une ferveur incroyable. Et depuis, ça, même s'ils ne font pas des résultats exceptionnels en première division, depuis leur remontée, il y a une ferveur énorme autour du club. Donc, pourquoi pas la retrouver au CC et que ça reparte sur quelque chose de positif. Et toi, Yann, selon toi, quelle est ton analyse? Parce que toi aussi, tu l'as vécu au début, cette décadence du club et ces relégations à la dernière seconde, à la dernière journée. Et puis finalement, la descente en Ligue 2, t'es dégoûté aussi? Oui, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Étienne, mais ouais, voilà, le même sentiment. Tu n'aimes pas quand un club que tu aimes descend. En plus, voilà, personnellement, je suis formé là-bas, j'ai passé quand même 10 ans. Donc ouais, ça me touche, mais après, comme a dit Étienne, peut-être que ça peut être l'occasion de reconstruire quelque chose avec un nouveau départ et de nouvelles ambitions. Messieurs, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venus dans cette émission. Ça nous a fait plaisir déjà d'entendre des petits coulisses un peu de ce match parce que sachez que ce moment-là, je pense que c'est un des plus gros moments de beaucoup de supporters. Et donc, merci du fond du cœur de nous avoir fait vivre ça et d'être surtout venus cet après-midi en tout cas. Qu'est-ce qu'on souhaite Je peux me permettre juste, ouais, vas-y. Camille,
Juste petit clin d'œil, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai fait un petit lapsus en tant que supporter. La famille Didot, en effet, depuis l'ère Sadran, a eu un bel impact au niveau du club. Donc, je voulais juste souligner que Sylvain fait partie des Pitchouns en Ligue 2, en Ligue 1, le frère au tout début de l'ère Sadran. Et Étienne a pris le flambeau après pendant 8 années. Donc, nous, en tant que supporters, en tout cas, la famille Didot est restée dans notre cœur et fait partie des joueurs emblématiques de cette période et avec qui on garde de très gros souvenirs. Et Yann, tu sais très bien que tu as toujours ta chanson Virage Tâton qui est chantée. Merci à vous en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Messieurs, avant qu'on se quitte, un dernier mot pour les supporters qui nous regardent, pour tous les Toulousains qui nous regardent. Juste moi, personnellement, j'ai toujours été fidèle en général et c'est vrai que à vous de rester fidèle au club, quoi. Voilà, les bonhommes passent mais le club reste, donc voilà, dans les moments les plus compliqués, faut que vous soyez encore plus fiers d'être supporter du TFC, voilà, parce que c'est là qu'on reconnaît les vrais supporters. Donc évidemment vous devez vous faire chambrer, c'est compliqué, ça fait mal, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut être le plus fier de son club, parce que c'est là que c'est les vrais bonhommes et les vrais supporters. Donc voilà, soyez fiers de votre TFC, même si les dernières années sont compliquées, vous serez récompensés. Regardez le Stade Rennais les dernières saisons, pendant de longues années ils ont été chambrés et larisés, et puis pendant 1 ou 2 ans ils ont fermé des bouches, et bientôt j'espère que le TFC va flamber, va remonter, et vous serez les fervents supporters qui ont été là dans les moments compliqués. Merci. Qu'est-ce que tu vas ajouter c'est dur de passer derrière Étienne. Là, tu as un consultant télé. Non, franchement, voilà, rien à ajouter. Leur souhaiter bon courage, merci pour tout aussi, pour les moments qu'on a partagés. Et voilà, comme il a dit, ne pas lâcher et continuer pour voir de plus jolis moments. Là, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, les bons moments arriveront. Et c'est bien, Étienne, il a bien précisé, les supporters restent, mais les personnes changent. En tout cas, merci à vous. Merci aussi à tout le monde qui a participé, à JB, à Anthony, Nathan, Mike, Mehdi, Vincent et tous ceux qui ont réagi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait très très plaisir. L'émission sera en retour sur le Facebook des Violets, mais aussi sur YouTube, sur la page de la feuille de match quelques heures après. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine à 17h parce que le match de Canal+, il n'est toujours pas là et ça sera toujours l'émission FDM Toulouse, le rendez-vous phare du samedi 17h. On souhaite à tous une très très belle soirée, un bon week-end, une belle semaine. Juste avant de dire au revoir, je fais passer un message à Étienne et à Yann. Vous avez le bonjour, j'aurais bien aimé participer, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas, de Wissam Ben Yedder. Voilà. Oh oui, ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant, mais bon, il n'était pas dispo, ça aurait été bien, mais voilà, c'est notre droit. Vous reviendrez, c'est pas grave. Avec plaisir. Merci beaucoup Étienne et merci beaucoup Yann. Vous avez merci à vous. Super frais. À bientôt. À bientôt. Au revoir messieurs. Au revoir tout le monde. Ciao.